Mesdames et messieurs, mon nom est Luc Thévenot, je suis le doyen de la faculté de droit et j'ouvre la soutenance de la thèse de M. Dino Vazovic intitulée « La responsabilité civile extracontractuelle privée suisse à l'ère de l'exploitation de l'attention par des systèmes d'intelligence artificielle interactifs, le droit de la captation d'attention ». Je suis heureux de voir que l'audience est assez nourrie, que les places deviennent chères. On va peut-être faire la chose suivante, comme ça va un peu chauffer cet après-midi. Je ne parle pas métaphoriquement, je parle théoriquement. On va laisser la porte ouverte, tant que ça n'est pas trop dérangeant. S'il y a trop de bruit, je vais vous demander peut-être à ce moment-là, je ferai un signe, vous demanderez de la fermer. On va fermer la porte. Le jury qui va apprécier la thèse de M. Vazovic est formé du professeur Daniel Kraus de l'Université de Neuchâtel et de 3 collègues de la faculté de droit de Genève, la professeure Christine Chapuis qui a dirigé la thèse de M. Vazovic, le professeur Sylvain Marchand et le professeur Jacques Devera. La soutenance commence par un exposé du candidat. Elle est suivie d'une série d'interventions et de questions qui proviennent des membres du jury, puis suite une délibération. Je vous passe tout de suite la parole pour introduire votre thèse devant le jury et devant le jury. Mais le jury l'a lu, je vous rassure. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, au cœur de cette thèse, une histoire, celle de David contre Goliath. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Goliath qui tient la fronde entre ses mains. Face à cette injustice, j'ai souhaité modestement rétablir de l'équilibre. Mais avant d'aller plus loin sur ce chemin, je tiens à remercier chacune des personnes ici présentes et toutes les autres qui ne sont pas venues et qui m'ont donné beaucoup d'amour. Car elles me permettent de marquer aujourd'hui la fin d'une solitude, cela le premier jour de l'été. Le soleil recommence à briller, les oiseaux chantent, espérons-le qu'il en soit ainsi pour la thèse du jour, et mon bonheur de vous la présenter. Entrons dans le vif du sujet. Je commencerai par contextualiser ma recherche pour rappeler ensuite ma problématique, à laquelle je répondrai directement. Et ensuite, je justifierai cette réponse via tous les problèmes que j'ai détectés concernant la responsabilité civile, privée extracontractuelle suisse, que je nommerai responsabilité par la suite. Responsabilité civile, pardon. Cela étant, quand je mentionnerai les problèmes, je proposerai également les solutions en parallèle, histoire que tout soit fluide. Les systèmes d'intelligence artificielle interactifs qui sont au cœur de cette thèse, sont des logiciels avec lesquels nous interagissons via des sites internet, des applications mobiles, des jeux vidéo, des robots, voire tout autre objet de l'internet. Mais leur but est unique, garder notre attention, grâce à cette économie de l'attention qui leur permet, qui peut monétiser cette attention via de la publicité et les données que nous générons. Ces données servent également à personnaliser notre expérience. Tant à force d'en accumuler, nous pouvons comprendre le fonctionnement du système cognitif des utilisateurs et permettre ainsi l'adaptation du système d'intelligence artificielle interactif à l'utilisateur pour qu'il devienne irrésistible, pour ne pas dire addictif. Nous voyons ici que cette technologie se base sur 3 volets. La rhétorique, dans le but de vous convaincre de rester sur la plateforme, et l'intelligence artificielle ainsi que les neurosciences qui viennent augmenter cet objectif via le traitement des données par des systèmes d'intelligence artificielle et les neurosciences qui sont la base des connaissances pour comprendre le système cognitif et les biais qui en découlent. À force d'exploiter de façon excessive ces biais cognitifs, des dangers pour la santé peuvent apparaître, comme l'intégrité physique, psychique, la protection des données ou encore les droits de la personnalité dits immatériels. Ces propos, que j'étayerai davantage par la suite, nécessitent d'être placés dans un contexte de recherche. Cette thèse se veut avant tout créative, moins que technique, car elle est la première dans le domaine du droit de la captation d'attention en Suisse à une échelle doctorale.
Je souhaitais donc faire preuve de toute la créativité que je pouvais imaginer pour tenter, comme qui dirait, de décomplexer les futures chercheuses et chercheurs que j'appelle de mes voeux sur ce territoire encore à défraîchir. J'aimerais aussi préciser que je ne suis nullement technophobe. J'ai utilisé ChatGPT, j'ai utilisé Gemini 1.5, Mixtral, YouTube et d'autres IA pour préparer cette défense notamment, et d'autres pans de mon existence. Malgré tout, je décèle des dangers qui m'inquiètent. Dans ce contexte et compte tenu dans le monde dans lequel je baigne, ma thèse ou ma problématique s'imposait à moi. Elle est la suivante. La responsabilité civile est-elle adaptée pour réguler les atteintes préjudiciables générées par les SIA interactifs? En 2024, ma réponse est claire, non. Contrairement à ce que le Conseil fédéral soutenait déjà en 2015, l'IA, la responsabilité civile n'est pas adaptée à l'ère de l'IA. Et pour qu'elle le soit, il faudrait une nouvelle strate de responsabilité civile pour risque incertain, élargir la notion de préjudice et élargir la notion de causalité. En somme, tout est à refaire. S'il fallait d'ores et déjà quelque part résumer cette thèse, ce serait en 3 degrés de problème pour la responsabilité civile. Le premier degré concerne la fonction réparatrice et préventive de la responsabilité civile qui n'est plus adaptée à l'ère du XXIe siècle. Et cela à cause de la faible valeur des dommages qui concernent les échanges de la consommation numérique, à cause également de l'incapacité de la responsabilité civile à gérer les atteintes irréversibles de façon cohérente, et au final, à cause de l'incertitude qui baigne, dans lequel mon sujet baigne. Cette incertitude génère un problème au niveau du degré de preuve exigible en droit suisse, qui fait que la vraisemblance prépondérante, actuellement appliquée à minima, n'est pas envisageable. Cela rend la fonction réparatrice inutile. Et par effet de ricochet, de par ce manque d'effet dissuasif de la réparation, envisagée ou envisageable, eh bien l'effet préventif se meurt également. Dans ce contexte, on arrive au deuxième degré. On voit que cette responsabilité civile ne pense pas l'incertitude, vraiment et réellement. Et cela se matérialise via les champs d'application matériels, par exemple de la loi sur la protection des données, qui a été révisée fraîchement au 1er septembre 2023. Et malgré tout, je ne vois pas comment elle pourrait appréhender les cas que je traite. Elle s'adresse à des données personnelles, voire sensibles, de personnes physiques. Les systèmes d'intelligence artificielle dont je parle peuvent utiliser des données techniques, des données anonymisées, des données pseudonymisées, des données trop difficiles à anonymiser ou pseudonymiser, mais qui restent personnelles, qui sortent du champ d'application de la loi sur la protection des données. Nous voyons donc ici un véritable problème, à mon sens, un terrain de jeu pour ces SIA qui sort du champ légal. Nous arrivons maintenant au troisième problème, qui est cette politique d'autorégulation voulue pour inciter le monde numérique à faire des merveilles. Eh bien, inciter Google, Amazon, Meta et tous les autres à s'autoréguler dans un monde où l'attention vaut de l'or et que ça serait simplement coudre leur poche, j'ai l'impression que c'est comme demander à Gargantua de s'ouvrir le ventre et de mettre un anneau gastrique volontairement, et tout cela avec le sourire. Eh bien, personnellement, je n'y crois pas du tout. C'est pour cela qu'au départ, je vous disais que Goliath tient la fronde entre ses mains. C'est les géants du net qui ont le droit de leur côté. Maintenant, pour établir l'inefficacité de la responsabilité civile, j'ai commencé par caractériser ces technologies, ces SIA interactifs. D'abord, ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils s'améliorent seuls via leurs algorithmes intelligents. Ensuite, ils sont inaccessibles en ce sens qu'il y a un secret d'affaires dans lequel pas mal des données qu'ils récoltent et leur fonctionnement peut baigner et rester donc dans l'ombre. Ajouté à cela, ils sont illisibles de par l'effet de la black box qui découle du monde de la technologie. Ajouté encore à cela, ils sont incompréhensibles. De par le niveau de compétence auquel opèrent ces systèmes, ils sont beaucoup plus performants que les meilleurs experts des domaines dans lesquels ils agissent. En l'occurrence, la captation d'attention. Et cela dans un contexte où il est très difficile de désigner un responsable, tant ils sont nombreux et quelque part interconnectés les uns avec les autres. Cette incertitude, eh bien, ne sied guère au droit suisse. Et dans ce contexte-là, j'ai voulu m'intéresser aux SIA interactifs manipulatoires et leurs dangers.
Ces dangers, traduits juridiquement, génèrent de plausibles atteintes à l'intégrité physique, de par un dérèglement du système nerveux qui est généré par cette addiction. Des plausibles atteintes psychiques, de par ce dérèglement nerveux, vont s'en suivre parfois de plausibles addictions, de l'isolement et notamment des dépressions. De plausibles atteintes à la protection des données et des plausibles atteintes aux droits de la personnalité dits immatériels. Vous m'avez entendu dire beaucoup plausible. Bien, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que ça me permet d'entrer dans l'analyse des faits générateurs eux-mêmes, que j'ai analysés en détail via la faute, la responsabilité objective simple et les responsabilités pour risque. Suite à mon analyse, ma réponse est claire. Les faits générateurs, en l'absence de code de conduite obligatoire établissant des standards de captation et de rétention d'attention admissibles, et sans un nouveau degré de preuve qu'à la vraisemblance convaincante, feront que les faits générateurs sont inutiles. En effet, les atteintes n'en étant encore qu'à un stade plausible, tant on n'arrive pas à vraiment établir s'il y a une addiction ou pas à ces réseaux sociaux, mais qu'il y a tout de même un grand danger, nous manquons d'études scientifiques établies. Ce qui fait que la vraisemblance prépondérante ne réussira pas à établir l'atteinte. Découlera de cela le besoin de créer, selon moi, une vraisemblance convaincante, qui existe en réalité déjà dans deux lois spéciales. La loi sur le génie génétique, qui baigne dans l'incertitude, et la loi sur la protection de l'environnement, en ce qui concerne les relations avec des micro-organismes. Sauf que nous ne connaissons pas encore réellement la définition de ce nouveau degré de preuve. Je propose la définition suivante. S'il est plus difficile de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte plutôt qu'il y en a une, alors l'atteinte est reconnue. En l'occurrence, s'il est plus difficile de considérer que la personne n'est pas du tout addicte, plutôt qu'elle est addicte, alors l'atteinte à l'intégrité corporelle, par exemple, via un dérèglement du système nerveux, pourrait être établie. Ajoutez à cela, le département des affaires étrangères nous a rappelé dans un de ses rapports qu'il est extrêmement difficile de placer la limite de la manipulation. Bien, ces codes de conduite auraient exactement cet objectif, afin de pouvoir avoir des normes de comportement auxquelles ces géants du net pourraient se conformer. J'aimerais également parler de l'atteinte pour tort moral, qui demande un seuil de gravité trop élevé actuellement. On pourrait considérer que chaque clic est une atteinte, mais ce n'est pas le cas. Elles n'atteignent pas cette gravité nécessaire. Donc il faut un nombre de clics suffisant pour que la machine apprenne à nous connaître et finisse par s'adapter et être suffisamment irrésistible, comme je le disais. Bien, dans ce contexte, elle finirait par se noyer dans cette causalité incertaine, car d'autres événements de la vie viendraient s'immiscer. Ce qui fait que ce seuil de gravité, selon moi, doit être abaissé. Je ne suis pas le seul à le penser. Il y a aujourd'hui un dommage affectif pour la perte d'un animal domestique. Il y a un petit tort moral dans la loi sur le voyage à forfait qui abaisse déjà aujourd'hui ce seuil de gravité. Pourquoi ne pas suivre cette voie et aller dans le même sens? Ensuite, pour ce qui est des faits générateurs en eux-mêmes, eh bien, il faut créer cette nouvelle strate de responsabilité pour risque incertain qui s'appliquerait à la faute, à la responsabilité objective simple et au risque. Et elle s'activerait lorsque nous serions face à une incertitude scientifique qui génère de plausibles dangers et atteintes qui prendraient la forme d'une atteinte grave et ou irréversible. Et cela serait prouvé via la vraisemblance convaincante que je viens de définir. Avec cela, nous pouvons remettre la responsabilité civile, du moins sur la base de cette condition, sur les rails. Ensuite vient le préjudice. Eh bien, il est composé de trois problématiques. L'incertitude de l'efficacité des thérapies, la faible valeur de la donnée et l'incohérence du tort moral. Si, pour les atteintes à l'intégrité physique, nous pourrions penser au dommage, il faut qu'il y ait une thérapie qui puisse fonctionner et qui puisse être quelque part prouvée. En l'occurrence, il faudrait à nouveau utiliser la vraisemblance convaincante, car en l'état, ces thérapies n'en sont qu'au stade embryonnaire. Au HUG notamment, elles se passent dans le centre Reconnect. Dans ces circonstances, sans justement utiliser cette vraisemblance convaincante, la vraisemblance prépondérante ne marcherait pas. La remise du gain est un exemple magnifique pour illustrer la faible valeur des données. Chacun d'entre vous, lorsque vous utilisez ces technologies, vous donnez des données, mais qui, au final, n'ont que peu de valeur prise individuellement, car c'est dans ce big data et croisé avec toutes les autres qu'elles finissent par avoir leur impact.
C'est pour cela qu'à cause de cette faible valeur, eh bien, une personne qui serait dissuadée d'en tenter une quelconque action. C'est pour ça que je propose de la remplacer par le dommage à l'attention, qui internaliserait d'autres coûts qui permettent à cette attention de fonctionner et de générer de la donnée. Pour finir, le tort moral et son indemnité, je la trouve incohérente. Parce que on nous dit qu'elle ne doit pas ou elle ne peut pas chiffrer la souffrance, pourtant lorsque nous ouvrons les tabelles, nous voyons un chiffre précis à côté de la perte d'un enfant, puis un chiffre précis à côté de la perte d'un bras. Il y a une forme, quelque part, d'indécence que tout le monde se convient à reconnaître, mais sur laquelle tout le monde se tait un peu aussi. Ajouté à cela, il faut ensuite préciser la valeur de ce montant, qui va faire passer la victime au travers d'un questionnement dégradant, alors que l'atteinte a déjà été reconnue. Partant, on va devoir savoir où elle vit, si elle ne va pas trop être satisfaite de recevoir une indemnisation contrairement à une autre dans la même situation, ce qui au final ne permet pas, selon moi, d'aboutir à une indemnité satisfactoire. J'aimerais m'éloigner de ce processus pour rentrer dans ce que j'appelle la théorie de l'antifragilité, qui aurait pour objectif de remettre la personne dans la situation qui serait la sienne si elle avait réussi à détecter l'atteinte et réaliser le potentiel positif qui se trouve à l'intérieur. C'est somme toute une manière de voir le développement personnel entrer dans le monde du droit. Vous voyez votre défaut qui a été ou quelque chose qui vous fait mal et le système vous aide à vous renforcer et vous accompagne dans ce chemin. Dans ces circonstances, nous voyons le préjudice actuellement, selon moi, inapte à traiter les cas que j'analyse, mais avec ces solutions, nous pourrions peut-être avancer. Pour finir, la causalité naturelle, vous l'avez vu, baigne dans un brouillard. En tout cas, en ce qui concerne la causalité naturelle, l'opacité de ces systèmes d'intelligence artificielle fait que nous n'avons pas à créer ce lien entre le responsable et la victime. Raison pour laquelle nous pourrions utiliser, dans un cadre de cause de concurrence partielle, où nous les considérerions co-responsables les uns des autres par rapport à l'atteinte, qu'il faudrait ensuite répartir. Et là, il y a deux manières de voir les choses. La théorie de la Shapley Value, qui est une formule mathématique nous découlant du monde économique, qui commence à fonctionner et qui déjoue les effets de la black box, ou alors la Market Share Liability, qui nous vient des États-Unis et qui permet de décider du taux d'implication de chacun des co-responsables en fonction de son chiffre d'affaires, de son bénéfice, de son capital. Voilà la manière dont nous pourrions quelque part réparer la causalité naturelle. Ensuite, la causalité adéquate, qui a toujours eu pour objectif de restreindre la cause naturelle, dans ces circonstances, aurait pour objectif de la confirmer, non plus via la théorie de la prévisibilité objective, mais celle de la théorie de la protection de la norme. En découlerait une théorie que j'aime bien, qui vient du professeur Nussbaumer, qui est celle de la théorie des causes généralement favorisantes, qui serait d'une certaine manière le calque de cette causalité naturelle, que je demanderais d'interpréter via ce que je nomme la prévisibilité subjective, socialement subjectivée. Cela signifierait que cette causalité incertaine devrait passer au travers d'un filtre qui serait celui du juge ou d'une commission d'éthique démocratique qui évaluerait ou éprouverait cette causalité incertaine en fonction des valeurs de l'époque de la société pour infirmer ou confirmer cette causalité. Ainsi, toutes les conditions pourraient fonctionner. J'ai l'impression qu'à travers tout cela, j'ai démontré que la responsabilité civile actuellement n'est pas efficace. Sans une nouvelle strate de responsabilité civile pour risque incertain, sans un élargissement du préjudice et de la causalité, et l'adoption de codes de conduite obligatoires, tout cela avec bien évidemment la vraisemblance convaincante. Pour l'heure, je préconiserai donc une généralisation du principe de précaution et de son pendant, la vraisemblance convaincante. L'établissement de codes de conduite obligatoires, établissant des standards de captation et de rétention d'attention admissibles, un élargissement du préjudice, et pour finir, une adaptation du système législatif, en passant peut-être d'abord par des bases légales appliquées par analogie, la responsabilité du fait de l'animal dont on parlera peut-être en est une idée, ou alors créer une base légale générale pour risque incertain, ou une base légale spéciale qui pourrait être plus en accord avec la manière dont le droit suisse fonctionne, mais pour laquelle j'ai moins d'espoir. Avec tout cela, j'ai l'impression que David a un peu plus de chances de récupérer sa fronde, pour empêcher Goliath de fabriquer ce qui ressemble dangereusement à une tour de Babel, qui, il y a des temps immémoriaux, souvenons-nous-en, a poussé l'humanité dans les ténèbres. Alors, c'est sur cette conclusion, somme toute assez genevoise, que je vous laisse, pleine d'espoir, post
Tenebras Lux. Merci bien.